Mesdames et messieurs, oula, j'ai l'impression que tout le monde n'est pas rentré. Il y en a encore qui sont là-bas en train de boire leur jus d'abricot et de manger leur banane. Bien. Alors, dans quelques instants, il y aura un moment fort, vous vous en doutez, de ce 20e congrès, puisque nous allons célébrer dignement, comme il se doit, les 20 ans déjà, du CINERPA. Il y a une phrase en 2020, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui a marqué les esprits. C'est celle d'Emmanuel Macron, quand il a dit « C'est dur d'avoir 20 ans en 2020 ». Donc, nous allons essayer d'actualiser cette phrase et de demander à notre grand témoin ce qu'il en pense, quel regard il porte sur la question. Et notre grand témoin, c'est bien sûr Nicolas Canteloup. C'est Éric Fiat, bien sûr. Éric, je vous cède le micro. « 20 ans avaient passé. Louis XIII n'est plus. Le roi est un enfant. Mazarin a succédé à Richelieu. » Oui, je sais que les débuts de mes interventions ont toujours quelque chose d'un peu surprenant, mais rassurez-vous, si vous êtes inquiet, vous comprendrez bien vite pourquoi j'ai choisi cet épigramme à cette causerie vespérale. Épigramme, causerie vespérale, c'est du lourd, mais ne soyez pas inquiets, une causerie vespérale, c'est simplement une conférence qui a lieu le soir au moment des vêpres, en fin d'après-midi, c'est tout, calmons-nous. 20 ans avaient passé, Louis XIII n'est plus, le roi est un enfant, Mazarin a succédé à Richelieu. C'est là le début de l'un des plus beaux romans de la langue française, l'admirable roman d'Alexandre Dumas qui s'appelle « 20 ans après », roman qui, comme vous le savez, fait suite aux Trois Mousquetaires, auquel d'ailleurs Florence a fait allusion tout à l'heure, disant combien pendant cette crise fut pour elle aidante la solidarité qu'il y eut entre eux, j'ai noté, Carole Falguière, Pauline Mienel, Aurélie Faure et elle-même. Car comme vous le savez, les Trois Mousquetaires étaient 4. Alors, le fait que les Trois Mousquetaires soient 4, c'est peut-être un fait qui aurait posé quelques problèmes à notre Johnny Hallyday national. J'ai senti une certaine pression de la part de Christophe pour que dans mon propos, il n'y eût pas que de la philosophie, mais pour qu'il s'agrémentât de quelques moments un peu plus drôles et de quelques imitations. Et en effet, pour Johnny, il y a quelque chose de problématique. Je ne comprends pas du tout. Pur quoi! Ça s'appelle les trois Mousquetaires, alors qu'ils sont 4. Oh, Dumas, si tu savais, tu le mal que tu me fais. Ça s'appelle une rupture de ton. 20 ans avaient passé, Louis XIII n'est plus, le roi est un enfant, Mazarin a succédé à Richelieu. Vous avez entendu la liaison, 20 ans avaient passé. C'est ainsi qu'on parlait à l'époque. Alors bien sûr, on se souvient des liaisons mal à propos du président Chirac. Je veux et je peux t'assurer. Mais vraiment, à l'époque, on parlait ainsi. Soyons sérieux. 20 ans après, c'est le roman du temps qui passe. C'est un roman nostalgique qui dit le passage du temps, ce que les philosophes appellent l'efficacité du temps. Ça veut dire que le temps a des effets, il ne laisse pas intact, intègre les choses sur lesquelles il passe. C'est le roman de la nostalgie qui dit le passage du temps, l'efficacité du temps. Le temps qui, comme disait Corneille, aux plus belles choses se plaît à faire un affront. Et même à ces très belles choses que sont les serments d'amitié, les pactes de fidélité, les promesses d'engagement. Dans la trilogie d'Alexandre Dumas, qui comporte donc les Trois Mousquetaires 20 ans après et le Vicomte de Bragelonne, c'est ce roman qui est mon préféré. Malgré la nostalgie qu'il contient, 20 ans après, à la saveur des saisons qu'on ne reverra plus et qu'on s'imagine plus belles qu'elles ne l'ont été,
le goût des amitiés mises en danger, des loyautés envers et contre tout, et des amours déçus qui sont peut-être les plus belles des amours. Oui, 20 ans avaient passé. D'Artagnan part à la recherche de ses 3 anciens camarades pour leur proposer de reprendre du service. Mais en effet, 20 ans ont passé, et seul Porthos répond à l'appel de l'amitié et du serment jadis prononcé. Ni Aramis, ni Athos ne vont suivre leur ami. Athos avait pourtant à peine vieilli. Ses beaux yeux, écrit Dumas, semblaient plus grands et d'un fluide plus pur que jamais. Son visage un peu allongé avait gagné en majesté ce qu'il avait perdu d'agitation fébrile. Sa main, toujours admirablement belle et nerveuse, bien qu'un peu altérée, resplendissait sous une manchette de dentelle. Il était encore plus svelte qu'autrefois. Ses longs cheveux noirs étaient à peine parsemés de quelques cheveux gris. Il tombait élégant sur ses épaules. Sa voix était toujours fraîche, comme s'il n'eût eu que 25 ans, et ses dents magnifiques, qu'il avait conservées blanches et intactes, donnaient un charme inexplicable à son sourire. Oui, Athos a à peine vieilli, mais quand même 20 ans ont passé, et Athos ne suit pas son ami. Le temps l'a tout de même changé, qu'il lui fait oublier le serment d'amitié. Est-ce que la corporation des Synerpiens ressemble à la corporation des mousquetaires ? Il ne m'appartient pas de le dire. Dans toute communauté humaine, il y a des trahisons et des fidélités, des pérennités et des obsolescences. Mon impression est cependant, après avoir écouté les paroles de Jean-Christophe Amarantinis et celles de Florence Arnez-Momé, mon impression est que dans votre corporation, les fidélités l'emportent sur les trahisons, les pérennités sur les obsolescences. Pérennité, obsolescence, mot très difficile pour Johnny, mais enfin, bref, ça va bien. D'ailleurs, dans le roman d'Alexandre Dumas, 20 ans après, les 4 mousquetaires vont finalement se retrouver. Ils vont se retrouver à Londres et ils vont repartir ensemble à l'aventure, comme vont tout à l'heure se retrouver, dans quelques minutes, Yves Journel, Jean-Alain Marguerite, Christine Jandel et Jean-Christophe Amarantinis. J'ajoute que, pour commencer de la connaître un peu, il me semble que votre formidable délégué général est sans doute le contraire absolu de la figure de la traîtresse inventée par Alexandre Dumas, c'est-à-dire la terrible Milady. Bon, je vous laisse réviser votre Alexandre Dumas ce soir, mais vraiment, je veux rendre hommage à votre parole si intense, si juste, si passionnée. Vraiment, vous nous avez saisis tout à l'heure. Pour cela, gratitude. Si j'aime 20 ans après, ce n'est pas que pour la nostalgie qui s'y trouve, mais aussi pour les promesses d'avenir qu'il contient. Parce que, oui, bien sûr, les mousquetaires, après s'être retrouvés, vont de nouveau se séparer. Mais tout de même, Athos va laisser à D'Artagnan son fils Raoul, vicomte de Bragelonne. Et ils vont se lancer dans de nouvelles aventures. Il y aura de nouvelles batailles, notamment durant la campagne des Flandres. Oui, 20 ans ont passé, et puis 20 ans passeront encore, mais je fais le pari que d'autres fines lames de Synerpa continueront de défendre la belle cause de l'accompagnement du grand âge, la très nécessaire cause de l'accompagnement du grand âge. Je vous fiche mon billet que cela va continuer. Alors, insistons moins sur la nostalgie du déjà plus que sur la joie du toujours et l'espérance du pas encore. Je vais redire cette phrase parce que j'en suis quand même assez fier. Insistons moins sur la nostalgie du déjà plus que sur la joie du toujours et l'espérance du pas encore, et donc fêtons le 20e anniversaire de Synerpa. Point d'inflexion de cette mini-conférence. Je sais bien que le titre qui m'a été proposé pour cette causerie vespérale, avoir 20 ans en 2021, ne m'oblige pas à parler seulement des 20 ans de votre institution, mais aussi, et peut-être même d'abord, des 20 ans des êtres humains nés en 2001. Pourquoi vous en souciez, vous qui vous occupez des vieux et non pas des jeunes ? Eh bien parce que l'idée d'un certain conflit des générations a été dit ici et là, parfois avec une certaine violence.
J'ai pu entendre, même chez mon excellent collègue et ami André Comte-Sponville, l'idée qu'une certaine logique sacrificielle aurait agi dans nos sociétés et qu'au fond, on aurait sacrifié le bonheur des jeunes sur l'autel de la survie des vieux. Est-ce que ça a existé? Est-ce que ça existe, ce conflit des générations? J'évoquais Corneille tout à l'heure, il l'a très bien dit, le conflit des générations. Marquise, si mon visage a quelques traits un peu vieux, souvenez-vous qu'à mon âge, vous ne vaudrez guère mieux. Le temps aux plus belles choses se plaît à faire un affront. Il saura faner vos roses comme il a ridé mon front. Le même cours des planètes règle mes jours et vos nuits. On m'a vu ce que vous êtes, vous serez ce que je suis, disait le vieux Corneille à quelques jeunes filles. Admirable poème, c'est les stances à Marquise. Et en effet, le temps aux plus belles choses se plaît à faire un affront. Il saura faner vos roses comme il a ridé mon front. Les roses, au XVIIe siècle, c'était les emblèmes du corps féminin. Parce qu'une femme porte 3 roses sur son corps, 2 roses en bouton et une rose plus mystérieuse. Le même cours des planètes règle mes jours et vos nuits. C'est marrant, ça laisse à penser que les vieux vivent le jour et les jeunes la nuit. Ça me rappelle un mot absolument génial de Brigitte Bardot, qui n'a pas dit que des conneries. On l'interroge un jour, quel a été le plus beau jour de votre vie? Réponse, une nuit. C'est beau ça. Et alors, d'après Tristan Bernard, puis d'après Georges Brassens, la jeune fille aurait répondu au vieux Corneille la chose suivante. Peut-être que je serai vieille, mon vieux Corneille, mais j'ai 26 ans et je t'emmerde en attendant. Certes, il y a des jeunes teufeurs qui se réunissent, ne risquant pas grand-chose, et qui se fichent comme de l'an 40 de ces vieux, alors que peut-être ils vont porter asymptomatique le virus. Certes, il existe de vieux ronchons qui passent leur temps, ou de vieilles ronchonnes, à dire que vraiment ces jeunes qui portent pas de masque, vraiment ils se foutent de nous. C'est vraiment aujourd'hui, il n'y a plus de respect. Michel Serres a mis en scène cette opposition dans un de ses derniers livres qui s'appelle Petite Poussette. C'est l'opposition entre Petite Poussette et puis Grand-père Ronchon. Oui, ça existe, les conflits de génération. Il n'y a pas de société sans conflit. Et d'ailleurs, une société sans conflit, ce serait une société utopique où on sacrifierait les différences entre les hommes sur l'autel de l'harmonie, surtout. Pas de meilleur des mondes, pas de 1984, il n'y a pas de société sans conflit, et le conflit entre les jeunes et les vieux et les jeunes a toujours existé. Les vieux ont toujours dit, de notre temps on respectait, maintenant on ne respecte plus. Est-ce que ça s'est aggravé pendant cette crise sanitaire? Bien sûr, il y a des égoïsmes, des êtres qui ne pensent qu'à eux et pas aux autres, des êtres qui portaient le masque simplement parce qu'ils avaient peur pour eux-mêmes et donc peur des autres. Mais on ne porte pas le masque que parce qu'on a peur des autres et donc peur pour soi. On porte aussi le masque parce qu'on a peur pour les autres et donc peur de soi. C'est Emmanuel Lévinas qui a opposé ces deux peurs, la peur peu noble, elle fait partie de l'histoire de l'humanité, qui est simplement la peur égoïste pour soi et de l'autre, mais la peur éthique, la peur plus noble. J'ai peur pour vous, et j'ai peur de moi, parce que je peux vous faire mal sans le vouloir. Eh bien, je fais le pari que la plupart des vieux et la plupart des jeunes ne ressemblent pas aux deux personnages caricaturaux que j'évoquais tout à l'heure. Et pour cela, pour réinventer une solidarité entre les jeunes et les vieux, il faut comprendre qu'ils ont un point commun, ces jeunes qui ne sont pas encore entrés sur le marché du travail et ces vieux qui en sont déjà sortis. C'est que justement, leur dignité d'homme ne dépend pas de leur pouvoir économique et de leur travail. Ils sont dans deux formes de marginalité qui peuvent les conduire à quelque chose comme à une solidarité. La solidarité de celui qui n'est pas encore et la solidarité de celui qui est déjà plus. Et pour qu'elle naisse, cette solidarité, il suffit de pratiquer ce que Kant appelait l'exercice de la pensée élargie. Kant dit l'homme supérieur à l'animal, bon, il a peut-être tort, en disant que l'homme est le seul animal à pouvoir arriver à voir la réalité d'un autre point de vue que le sien. Moi qui suis jeune, je peux voir la réalité du point de vue d'un vieux. Et moi qui suis vieux, je peux voir la réalité d'un point de vue d'un jeune. Ce pas de côté, eh bien, il se fait lorsque la jeune marquise se dit « mais après tout, j'ai une grand-mère, j'ai un grand-père qui ressemble un petit peu à ce vieux que j'ai envie de traiter de vieux con. » Et de l'autre côté, le vieux qui râle contre les jeunes se dit « mais après tout, j'ai une petite fille, un petit-fils qui ressemble un petit peu à ce jeune teufeur que j'ai envie de traiter de jeune con. »
Brassens l'a dit dans sa chanson « Le temps ne fait rien à l'affaire, quand on est con, on est con ». Et voilà pourquoi je mise pour finir sur la possibilité que, là encore, ce soit le plus beau visage et non pas le plus laid visage de l'humanité, qui se soit tout de même manifesté pendant cette crise sanitaire et au fond, qu'il y ait une marquise qui dise autre chose. Non pas « peut-être que je serai vieille », répond Marquise. Cependant, j'ai 26 ans, mon vieux Corneille, je t'emmerde en attendant, mais une jeune marquise qui dirait « peut-être que je serai vieille ». J'ai 26 ans, mon vieux Corneille, mais d'abord, en m'engageant dans les métiers de l'accompagnement du grand âge, je vais te démerder, et c'est déjà pas mal. Et puis, peut-être que je vais passer d'un moment de sidération à un moment de considération. J'évoquais le fait que même étymologies ont sidéré et désiré, mais il y a un troisième mot dans la langue latine, c'est considérer. Siderare, sidérer, decidare, désirer, considerare, considérer. Eh bien oui, considérer la place des vieux quand on est jeune, considérer la place des jeunes quand on est vieux, qu'est-ce que c'est que la considération ? Ça consiste à faire attention, à tenir compte, à prendre en estime, à faire cas d'eux. C'est ce que j'appellerais le passage du regard à l'égard. Le passage du regard à l'égard. Écoutez ce que leur pauvre main raconte, comme disait Brel. C'est un scrupule, c'est un accueil sérieux, vigilant des plus fragiles des hommes, un effort d'attention pour regarder ce qu'on a sous les yeux. Oui, puisse la solidarité intergénérationnelle retisser les liens là où le virus a tenté de déchirer les mailles. Puisse la solidarité intergénérationnelle retisser les liens là où le virus a tenté de déchirer les mailles, et puisse, s'INERPA, alors que 20 ans ont passé, que Louis XIII n'est plus, que le roi est un enfant et que Mazarin a succédé à Richelieu, et puisse s'INERPA, alors que 20 ans ont passé, puisse s'INERPA contribuer à ce patient, difficile mais merveilleux, travail de retissage. Merci beaucoup de votre attention. Merci Éric. Merci Éric. Mais franchement, on aurait eu Michel Onfray, on ne se serait pas marré autant. Je peux vous le dire. Parce qu'on cherche toujours quelqu'un qui a vu sourire Michel Onfray, on n'a pas trouvé encore. Bien. Merci Éric. Pour introduire cette séquence des 20 ans du CINERPA, une très jolie phrase. Alors moi, c'est pas Alexandre Dumas, c'est extrait d'une chanson de Léo Ferré. Pour tout bagage, on a 20 ans, on a des réserves de printemps. Pour tout bagage, on a 20 ans, on a une rose au bout des dents. Voilà, je crois que c'est une belle entrée en matière pour célébrer maintenant les 20 ans du CINERPA. Je vais vous aider à faire le plan. Je vais vous aider à faire le plan. Voilà, Jean-Alain, Christine, et puis Jean-Christophe, et nous y sommes et on est bon. Voilà. Merci à tous les 6 d'être ici. Retour. Retour à présent sur 20 ans d'engagement avec les présidents et les délégués généraux. Je vous les présente si besoin est. Sur scène, nous avons, alors je vais commencer par les présidents. Nous avons Yves Journel qui fut ici même président de 2004 à 2008. À côté de lui, Jean-Alain Margary, président de 2009 à 2020. Christine Jandel, présidente en 2020. Jean-Christophe Amarantinis qui a pris la suite l'an dernier de Christine. Passons aux délégués généraux. Alors nous l'avons en visio, normalement. Il est là, Théodore ou pas? Théodore, il est là, Théodore, Amarantinis.
délégué général de 2001 à 2005, époque où le CINERPA avait 2 délégués généraux, puisqu'il y avait également Luc Broussy pour la même période, n'est-ce pas, Luc? Et puis bien sûr, voilà, Florence Arnès-Momé, délégué général depuis 2005. Avant de vous entendre, mesdames et messieurs, eh bien, donnons d'abord la parole aux adhérents du CINERPA. Pour moi, le CINERPA, je crois que c'est avant tout une participation, une contribution à l'évolution du secteur. Je crois qu'il y a 20 ans, il y avait tout à construire, que ce soit au niveau des EHPAD, que ce soit au niveau des résidences-services qui n'existaient quasiment pas à l'époque, et bien sûr des services à domicile. Pour moi, le CINERPA, c'était un accélérateur dans la professionnalisation de ce secteur. Le CINERPA était partie prenante à tous les niveaux, que ce soit au niveau local, avec les rencontres au niveau des conseils généraux qui sont devenus des conseils départementaux, au niveau régional avec les ARS bien sûr, puis au niveau national avec une déléguée qui est une figure désormais du secteur. Et puis si je dois trouver une troisième raison qui illustre parfaitement le CINERPA, je dirais que pour moi, le CINERPA c'est un réseau, c'est des rencontres importantes, des soutiens, surtout dans les moments difficiles, et puis c'est des rencontres qui ont abouti à de formidables amitiés aussi. Voilà, pour moi le CINERPA, si aujourd'hui je lui souhaite bien évidemment un joyeux anniversaire, je dirais que c'est... Le CINERPA m'a permis de me sentir moins seule et moins isolée durant toutes ces années. Nous recevons régulièrement des fiches techniques, des aides pour décortiquer les protocoles et les mettre en œuvre de façon efficace dans nos établissements et sans perdre de temps. Donc un grand merci aux équipes du CINERPA qui nous soutiennent, qui nous aident et qui nous permettent de s'adapter à la réglementation de manière régulière, coordonnée. Grâce au CINERPA, notre secteur a pu faire face à beaucoup de résilience durant cette crise sanitaire. Alors merci à tous et joyeux anniversaire au CINERPA. Le CINERPA nous apporte un soutien en valorisant notre image d'acteur privé au sein de ce secteur. Mais je pense aussi, c'est très important vis-à-vis du grand public. Le second point, et non des moindres, c'est sa veille. C'est une véritable force pour tout ce qui a trait au quotidien, aux questions de droit social, de veille juridique, de questions techniques également. Je tiens vraiment à remercier de façon encore plus profonde les équipes du CINERPA qui ont œuvré à nos côtés au quotidien de manière extrêmement présente et indéfectible pendant cette crise sanitaire. Encore merci à tous, bravo à toute l'équipe et très joyeux anniversaire. Ce que m'a apporté le CINERPA, au sein duquel j'œuvre maintenant depuis plus de 14 ans, c'est au-delà du réseau que je me suis constitué, c'est le sentiment de participer à ma modeste mesure, peut-être à l'évolution en tout cas de ce secteur et plus généralement à l'évolution de la place de nos aînés dans notre société. Bon anniversaire le CINERPA. Le CINERPA, c'est rendre accessibles des documents qui ne sont pas sympathiques du tout, comme le code de l'action sociale et des familles, les recommandations de l'ANESM ou les circulaires budgétaires. Et cela avec humour, pragmatisme et bienveillance pour les personnes âgées. Alors, un grand coup de chapeau à tous ces acteurs, et qu'ils soient les cerveaux de l'ombre, et qu'ils soient les influenceurs, ou qu'ils soient sur le devant de la scène. Bon anniversaire, CINERPA! Le CINERPA, c'est avant tout un accompagnement et un soutien au quotidien dans la gestion de nos établissements. On l'a particulièrement vu ces derniers mois. Et puis le CINERPA, c'est aussi un gros travail qui est fait pour mettre en valeur nos métiers, notre secteur d'activité. Je pense notamment au collectif Les Métiers du Grand Âge, avec la campagne C'est la vie en 2019, et puis là plus récemment À leur côté, qui permettent de mettre en lumière la diversité de nos métiers, et puis le dynamisme de notre secteur d'activité, après une crise sanitaire qui, on le sait, a pleinement rappelé l'engagement exceptionnel et le rôle indispensable des professionnels de notre secteur. Joyeux anniversaire CINERPA! Et voilà pour des paroles d'adhérents avec en plus la mouche du coche qui a participé à la vidéo. Alors, le CINERPA, c'est déjà, vous l'avez compris, une longue histoire. Nous la voici brièvement narrée par celui qui en fut l'un des 2 délégués généraux de 2001 à 2005. Oyez donc le sieur Théodore Amarantinis.
Théodore, c'est à vous. Bonjour à tous et merci de m'avoir convié à fêter cet anniversaire des 20 ans du CINERPA. C'est très, très émouvant et ça me touche beaucoup. Alors d'abord, merci et salut président Fiston Jean-Christophe, salut Florence, salut Christine, Yves, Jean-Alain et bien sûr, salut mon cher Luc. J'ai une petite pensée, si vous le permettez, pour Jean Bouchard et Guy Lamarck. L'un n'est plus là et l'autre n'est pas là. Alors, comment évoquer cette épopée cinerpienne sous une forme, on va dire, un petit peu originale qui sort du conventionnel? Bien, je me suis posé la question et finalement j'ai choisi de la faire sous la forme d'une ode à l'épopée cinerpienne que je vais vous livrer maintenant et j'espère qu'elle plaira bien aux plus anciens mais également aux plus jeunes. Alors cette épopée se déroule il y a 20 ans dans ce beau pays de France, au sein du royaume éclaté des EHPAD, avec un Z, que 3 seigneurs se partageaient alors. Guy Lamarck, dit le colonel, Yves Journel, dit Merlin, et Jean Bouchard, dit le débonnaire. Pour les aider à gouverner, ils s'étaient fait accompagner par 2 mousquetaires mercenaires. Le premier, Luc Broussy, dit la main froide, jouvenceau dynamique et ambitieux. Le second, Théo Amarantinis, dit le grec, sage oriental natif d'Algésiras. Comment ces deux-là en vinrent-ils à négocier dans l'ombre de leur seigneur la réunification du royaume éclaté? C'est un mystère à ce jour encore inexpliqué, tant ils étaient différents et apparemment inconciliables. Mais il se disait à l'époque que l'un des seigneurs en était dans l'ombre à l'origine. Toujours est-il, on sut bien plus tard, excusez-moi, que ce mystérieux seigneur était en fait Merlin. Yves dit Merlin, par ailleurs, visionnaire et fin calculateur qui voyait en cette réunification le seul moyen d'échapper à l'absorption des EHPAD par la confrérie des cliniciens qui nourrissaient ce rêve. Toujours est-il que ces 2 larrons firent taire leurs différends et réussirent non sans mal à convaincre leur seigneur et père à créer ce qui allait devenir le nouveau grand royaume des EHPAD, réuni sous la bannière unique du CINERPA. Mais comme il fallait le craindre, aussitôt créé, le CINERPA fit rapidement résurgir les différends entre nos 2 protagonistes. Au point qu'Yves dit Merlin fit comprendre à ces 2-là en privé qu'une telle affaire ne pouvait constituer un avenir pour le nouveau CINERPA et qu'il fallait y mettre fin. C'est là qu'on vit apparaître une jouvencelle qui, sans payer de mine, reprit le flambeau de l'étendard cinerpien. Florence Erners-Mommet, sœur de Luc, comme on l'apprit plus tard. Il faut croire qu'elle en avait hérité la fougue, le dynamisme et l'obstination, puisqu'il faut bien en convenir, c'est elle qui réussit à bâtir, certes sous le charme de Merlin, encore lui, mais aussi de Jean-Alain Marguerite, puis de Christine Jandel, cette colossale et puissante confédération qui regroupe désormais sous la bannière cinerpienne, 20 ans après, plusieurs autres confréries et 2700 fidèles disciples. Mais l'histoire n'est pas finie, puisqu'on a vu apparaître l'an passé le fils de Théo le Grec, Jean-Christophe Amarantinis, à la tête de cette confédération cinerpienne, dont c'est aujourd'hui le premier congrès en tant que président. Et il se dit pour la fin, l'anecdote, que notre Théo l'Oriental n'en est pas peu fier, lui qui désormais coule une heureuse et active retraite. Voilà pour cette ode. Merci. Merci beaucoup. Désolé, mais le son n'était pas très bon. Merci Théo le Grec, ou Théo l'Oriental. Merci, qui est donc devenu délégué général, l'un des 2 premiers délégués généraux du CINERPA en 2001. Alors 2001, vous vous souvenez de l'année 2001 ? Oui, un peu quand même. Bon, Apple lançait l'iPod, on regardait la première émission de télé-réalité Love Story, au cinéma on allait voir Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, et en musique on écoutait ça. Non, on n'écoutait pas ça, c'est pas encore. Donc on va le refaire. 2001, l'iPod, tout ça, Amélie Poulain. Ok, vous êtes prêts? Et en musique,
On écoutait ça. Ah oui. Bien sûr, tout le monde aura reconnu Kylie Minogue. Hein, vous vous souvenez? Si vous avez envie de danser, vous pouvez, hein, surtout mettez-vous à l'aise. Les discothèques rouvrent en juillet. Hein, ça, c'est l'info aussi du jour. Donc, ça peut toujours servir. Bien, donc, à sa création en 2001, je l'ai dit, le CINERPA comptait 2 délégués généraux, Théodore Amarantinis et Luc Broussy, dont Luc dit la main froide, Jouvenceau dynamique et ambitieux, si j'en crois Théodore le grec. Alors le CINERPA voit le jour cette année-là. Il faut rappeler qu'avant ça, cher Luc, le secteur du grand âge était éparpillé façon puzzle. Oui, alors je vais donner un petit cours d'histoire en 2 phrases, mais on est en 1993, moi j'ai 27 ans, et je suis invité à diriger un syndicat qui s'appelle l'UNEPA. Et à ce moment-là, en 95-96, il n'y a pas 3, mais il y a 6 syndicats. 6 syndicats différents qui fédèrent 5% du secteur. C'est quand même l'exploit. Puisqu'à l'époque, le secteur commercial, au milieu des années 90, c'est 5-6% des EHPAD, des maisons de retraite. Et on arrive quand même, sur ces 5%, à se diviser entre 6 syndicats. Yves, tout à l'heure, me disait, mais il n'y en avait pas 6. Mais si, il y en avait 6. Il y avait l'UNEPA, il y avait, avec Théo, l'ADIM et le CRRR, puisque certains voulaient appliquer la convention collective, d'autres pas. Il y avait un syndicat qui venait du groupe Accor, avec notre ami Olivier Veil. Il y avait le syndicat de Guy-Lamarck, et puis un syndicat en région qui s'appelait le Groupement national des établissements privés de gérontologie, le CNEGBUS, avec notre ami Pascal Leclerc. Et donc il y avait effectivement 6 syndicats qui après se sont regroupés en 3, puis en 1. Et ça a été une bataille assez homérique, Théo l'a rappelé, pour arriver à un moment donné, parce que quand chacun est président, au fond, on est bien. Bon. Et donc il a fallu qu'on mette un peu la pression, c'est vrai, pour que tout ce monde se mette autour de la table et se dise que c'était tout à fait déraisonnable, alors que le secteur public avait la FHF, que la FEAP régnait sur le secteur associatif, et que nous, petit secteur, on se trouvait morcelés, même en 3 fédérations. Et donc c'est vrai que là, pour le coup, l'intérêt général a présidé à ce qu'en 2001, donc, nous arrivions avec une architecture un peu rocambolesque. Parce qu'en 2001, évidemment, on se répartit les postes. Et donc le président du grand syndicat est issu est le président de ce qui était le plus petit des 3 syndicats. Et donc les 2 autres délégués généraux se partagent la délégation générale. On aura ensuite une période entre 2001 et 2005, moi je quitte le CINERPA à ce moment-là, qui aura été une période de tension. Théo l'a rappelé, moi je me rappelle toujours d'un huissier quand même qui est venu dans mon bureau me demandant de partir la veille d'un congrès comme ça. Bon, c'est cocasse, il y a des histoires comme ça. Bon. Voilà. Et puis Théo l'a dit, c'est effectivement peut-être qu'on avait déjà ce projet, on ne va pas se cacher, quand on fait la fusion en 2001, on se dit avec Yves, on se retrouvera quand même. Effectivement, il y a eu une période de 3 ans, et 3 ans après, Yves est finalement revenu à la présidence du syndicat, ce que était un peu la volonté de tout le monde. Donc tout ça pour dire, en tout cas aux plus jeunes, que ce qui est aujourd'hui effectivement cette organisation puissante, eh bien, est parti dans les années 90 de 6 petits syndicats et qu'il a fallu un accord entre des hommes et des femmes pour qu'à un moment donné, on crée cette organisation qui désormais règne sur le secteur privé. Alors, Luc, quelle leçon tirer du passé pour le secteur aujourd'hui ? Moi, j'en tire une, c'est que plus unis, on est plus fort, ça va de soi, mais c'était pas évident à l'époque. Il y avait encore beaucoup d'établissements qui n'étaient pas dans un syndicat. Moi, je retiens quand même de cette période, et c'est un peu raccord avec ce qu'on racontait ce matin, c'est que aux alentours des années 99, 2000, 2001, ce qui vous paraît évident aujourd'hui, c'est-à-dire la réforme de la tarification, la convention tripartite, ne l'était pas du tout. Il y avait toute une frange du secteur privé qui ne voulait pas de ça. Ben, je ne signerai pas avec l'État, je ne veux pas avoir le conseil départemental sur le dos, qu'on ne vienne pas contrôler mes comptes, etc., etc. Et à ce moment-là, on a été quelques-uns à penser au contraire que le salut du secteur privé, c'était d'être traité comme les autres. Et que la dépendance et le soin, c'était l'égalité de traitement de tous les citoyens.
qu'on soit dans un établissement public, associatif ou commercial. Je ne pense pas que 20 ans après, on puisse se dire qu'on a fait le mauvais pari, mais ça a été un vrai débat pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, y compris au sein du secteur privé commercial, que de dire faut-il s'engager dans cette réforme et dans une vraie contractualisation avec les pouvoirs publics ou pas. Ça paraît presque de la préhistoire aujourd'hui, mais à l'époque, le débat a eu vraiment lieu. Si je vous demande, pour finir, Luc, une rencontre importante, sur un plan plus personnel? 100 000. On ne se rend pas compte, si Florence s'en rend compte, puisqu'elle le vit depuis 15 ans, l'attachement qu'on a avec chacun des adhérents. Moi, lorsque je suis parti, je voyais des gens que je connaissais à peine, des adhérents au fin fond de la Creuse, presque être ému, comme je peux l'être là quand j'évoque ça. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte à quel point, à un moment donné, on a été un repère juridique, parfois psychologique, pour des directeurs qui étaient parfois en besoin d'aide. Voilà, donc moi j'ai vécu une aventure humaine, mais formidable. Et elle m'a marqué, évidemment, elle me marquera au long de la vie. J'ai aussi eu la chance, je le dis, dans les années 90, moi qui étais un jeune gauchiste, maintenant je suis un vieux gauchiste, mais bon, d'être dans un syndicat où mon rôle consistait à défendre des grands patrons. Mais sauf qu'à l'époque, tout ça c'était des entrepreneurs. Et moi, je retiens de ces formidables aventures des gens pour lesquels j'ai une profonde admiration. Je veux prononcer ici le mot de Jean-Claude Marian. Je veux prononcer le nom de Jean-Paul Siret. Je veux prononcer le mot de Jean-François Gobertier. Je veux prononcer dans le secteur associatif les noms de Sapy Chambry. Mais s'il y a un nom que je dois retenir, c'est celui qui aura marqué, évidemment, non seulement ma période syndicale, mais une grande partie de ma vie encore aujourd'hui, c'est évidemment Yves Journel. Bien. Alors à cette époque, merci Luc, et jusqu'en 2004, Guy Lamarck, aujourd'hui disparu, présidait aux destinées du CINERPA. Puis ce fut Yves Journel, président de 2004 à 2008. Alors, en 2004, c'était quoi en 2004 ? Bien, en 2004, c'était la création de Facebook. Noël Mamère, maire de Bègles, célébrait le premier mariage homosexuel qui sera ensuite annulé. Début de Plus belle la vie à la télé. Bah oui, pour ceux qui suivent, ça fait déjà, vous y êtes depuis 2004. Hein. Donc quand même, ça prend du temps, ces choses-là. Et puis en musique, on écoutait ça. Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux une femme like you. M'emmener au bout du monde, une femme like you. Camaro, vous vous souvenez de ça? Camaro, femme like you. Bien, Yves Journel, à nous. Alors Yves, j'aimerais bien savoir ce que vous vous êtes dit en 2001 quand, Luc en a parlé, les 3 principales organisations professionnelles du secteur, dont l'UNEPA, que vous avez présidé pendant plus de 10 ans, ont fusionné pour devenir le CINERPA. Tout à l'heure, on me comparait à Merlin. Là, Merlin, je ne sais pas, c'est un personnage un peu ambigu. Hein. Il y a Merlin l'enchanteur, mais il y a aussi une face cachée de Merlin. Bon, toujours est-il que moi, je pense qu'en 2001, quand on a fait ce regroupement, je croyais, j'étais convaincu que c'était indispensable à l'avenir de notre profession. Luc disait qu'on représentait 5%, 8% effectivement de l'offre. Pendant les années 90, notre secteur privé commercial s'est développé. Il devait se développer de la même manière que le secteur associatif et de la même manière que le secteur public. Donc, j'avais une conviction extrêmement forte que je partageais avec Luc, et pas avec tant de monde que ça, qu'il fallait absolument venir dans un développement où le secteur commercial associé avec le secteur associatif, et ça je l'ai toujours voulu, et défendre une doctrine de rapprochement avec l'État, c'est-à-dire de rapprochement avec les caisses d'assurance maladie, de rapprochement avec, dans le sens de ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire de la réforme de la tarification, et de créer un véritable... Parce que j'aime bien le titre des professionnels du grand âge. Mais il n'y avait pas de professionnels du grand âge. Il n'y avait pas d'entreprise très professionnelle du grand âge. Les maisons de retraite, au départ, c'est souvent un infirmier libéral qui fait sa maison de retraite, un médecin généraliste qui fait sa maison de retraite. C'était ça, les maisons de retraite privées. Donc, il y avait une doctrine à établir. Et je crois que
plus que la réunion des syndicats, plus que l'éparpillement, plus que le désir de pouvoir, ce que je pensais, c'est qu'il fallait une doctrine. Et je crois que le CINERPA, il a toujours gardé une doctrine, il a toujours gardé à peu près la même doctrine, avec des succès divers, hein, quelquefois, parce que l'État n'est pas facile, c'est pas facile de négocier avec l'État. Le secteur public et le secteur associatif ont des places différentes, ils aiment bien se différencier de nous. Nous, on n'est pas à la recherche de cette différenciation, mais eux le sont. Donc, c'est pas si facile à tenir. Et cette doctrine, on a essayé de la tenir pendant 20 ans maintenant. Justement, puisque... On parlait des beaux sourires. Je l'avais peut-être il y a 20 ans. Aujourd'hui, c'est des implants. On parlait du... Non, mais tout à l'heure, il disait le beau regard, mais le regard, c'était pas tout à fait le même. Il y a peut-être maintenant également des implants. Vous voyez, le temps passe, mais la doctrine, elle est restée, et je crois que c'était ça qui était important pour l'histoire, l'avenir, et encore beaucoup plus, et là j'aime bien parler d'avenir et non pas du passé, et encore beaucoup plus pour les années qui vont venir, parce qu'il y a un deuxième choc considérable. Là, le discours philosophique qu'on entendait tout à l'heure, mais je vais arrêter, hein, mais le discours philosophique qu'on entendait tout à l'heure sur le problème des conflits entre générations, on n'a pas abordé encore ce que ça va devenir dans 10 ans ou dans 12 ans. On ne l'a pas encore abordé. Je crois qu'on ne se rend pas compte encore de ce que ça va être. Et je pense que les acteurs structurés, les acteurs professionnels que nous sommes, vont être une aide considérable à la digestion par la société de son vieillissement. Et je pense que là, c'est là que le CINERPA va trouver encore une dimension plus importante et une reconnaissance par la société tout entière de notre métier. Merci, voilà. Yves Journel. Yves, par ailleurs, fondateur du groupe Domusvie, et vous en êtes aujourd'hui l'actionnaire de référence. Celui qui vous succède en 2009, c'est Jean-Alain Margary. Alors 2009, il se passait des choses, mine de rien, en 2009, hein, puisque on baissait la TVA dans la restauration. Eh oui, elle passait de 19,5 à 5,5. Mort du King of Pop, Michael Jackson. Mort de Milvina Dean. Alors, qui peut me dire qui était Milvina Dean? Ah là, ça sèche, là. Hein. Non, personne ici non plus. Alors, Milvina Dean était la dernière survivante du naufrage du Titanic. Voilà. Elle nous quitte en 2009. C'était aussi le 50e anniversaire de la poupée Barbie. Voilà, je vous le dis comme ça, qui a été créée en 59. Et puis en musique, en 2009, on écoutait ça. Toutes celles qui dansent sur le dance floor comme des princesses. Si t'as la black card, eh ben tu verras leurs fesses. Ça m'énerve. Voilà, ça m'énerve. C'est pour Jean-Alain, ça. Helmut Fritz, qui chantait « Ça m'énerve ». Alors, Jean-Alain Margary, premier moment fort, la négociation de la loi ASV en 2015. Bonjour à tous d'abord, et ravi de me retrouver parmi vous cette année. Et je valide pas les choix musicaux de notre ami. Décliner toute responsabilité. Absolument. Bon, oui, la loi ASV, enfin, il y en a eu des moments forts, mais c'est vrai que la loi ASV, c'est quand même 2 ministres et demi de négociation. Hein. C'est Michel Delaunay, c'est Laurence Rossignol, et puis pour le suivi de la mise en place de la loi, c'est Pascal Boitard. Donc c'est quand même une grosse séquence. Une grosse séquence qui se finit bien, mais qui a été émaillée de longues et grandes négociations avec parfois des velléités fortes du pouvoir en place, de remise en question justement de notre doctrine à laquelle on tenait tant. Hein. Volonté par moment d'attaquer la liberté de tarification des prestations hôtelières, volonté d'encadrement des loyers, volonté... Bon. Il a fallu se battre pied à pied, enfin se battre, le mot est peut-être un peu fort, mais il a fallu rester vigilant et pied à pied, négocier mot à mot. Ça, je me souviens qu'on a négocié même des virgules sur le panier, je me souviens même plus, le tarif socle, où on allait négocier. Bon. Donc ça a été véritablement un grand moment pour la profession. Et puis avec un suivi assuré par Pascal Boitard, qui a été plutôt agréable d'ailleurs.
et parce qu'au final, la loi ASV a finalement assez peu concerné les EHPAD, puisque le deuxième volet, initialement prévu par Michel Delaunay, n'a jamais vu le jour. Donc voilà, c'est vrai que c'est un moment fort de la période où j'ai eu l'honneur de présider à la destinée du CINERPA. Et c'est d'ailleurs sous votre mandat, Jean Alain, que le CINERPA s'ouvre au secteur du domicile et de la résidence service senior. Hein, c'est la création de la Confédération CINERPA. Absolument. Et ça aussi, alors ça c'était une volonté forte que je partageais avec Florence depuis quelques années, mais c'est dans la droite ligne, au fond, de ce qui s'est passé en 2001. En 2001, Luc et Yves l'ont rappelé, ça a été finalement la réunification de diverses entités éparses pour n'en former qu'une plus puissante, plus représentative, plus efficace à tous les niveaux. Et le constat, quand même, au fil des ans qui passent, c'est de se dire, le CINERPA tout seul, les EHPAD tout seuls dans leur coin, ne sont pas forcément représentatifs de ce qu'est le secteur bien plus vaste, le secteur du grand âge, qui tient compte du domicile, des résidences, enfin de l'habitat intermédiaire et de tas d'autres choses. Donc effectivement, oui, il y a eu une volonté de ma part et de la part de Florence d'essayer de s'ouvrir, de convaincre, un travail de plusieurs mois pour convaincre le conseil d'administration, le bureau. Ça n'a pas été non plus, ça n'a pas coulé forcément de source. D'aucuns m'ont dit, tu fais rentrer le loup dans la bergerie. Aujourd'hui, le loup s'est bien calmé, la bergerie s'est agrandie et le berger est parfaitement heureux et en place avec sa bergère. Donc je crois que la création de la Confédération, ça a été un deuxième moment très fort dans la vie du CINERPA, qui lui a permis d'affirmer sa position en agrandissant son audience. Et pour finir, rapidement, je sais que vous voulez dire, Jean-Alain, un petit mot de ce que vous appelez le travail de l'ombre. Oui, rapidement, parce que ce que j'aime bien appeler le travail de l'ombre, c'est les victoires du CINERPA. Les victoires du CINERPA sont souvent celles qu'on ne voit pas. Je crois que j'en ai déjà parlé, mais c'est au fond tout ce qu'on arrive à ne pas avoir à subir, c'est tout ce qu'on arrive à faire aux législateurs, à le faire reculer, toutes ces petites victoires dont on ne peut pas se vanter d'ailleurs, parce que parfois elles mettraient l'État ou le ministère en fâcheuse posture. Donc on préfère se taire et savourer au moins entre nous le fait que telle augmentation de TVA, tel encadrement des loyers ou telle autre mesure qui serait venue nous ennuyer profondément n'ait pas eu lieu. Et ça c'est effectivement un travail important que vous, adhérents, ne voyez pas forcément, mais qui est le quotidien important de la déléguée générale et du président. Merci Jean-Alain Margary. On vous applaudit. En 2020, le président devient une présidente. Alors en 2020, que se passe-t-il? Ça chauffe. Les mois de janvier, mai et juin sont les mois de janvier, mai et juin les plus chauds jamais enregistrés dans le monde. Un Français, lui, empoche la somme record de 200 millions d'euros à l'euro-million. Il est là ou pas? Il n'est pas là, non, visiblement. Et puis la nouvelle Miss France, Amandine Petit, déclare vouloir devenir directrice d'EHPAD, puisqu'elle suit un master de management des établissements et structures gérontologiques. Voilà. Ah oui, et puis une maladie communément appelée Covid-19 fait un peu parler d'elle à travers le monde, mais je n'ai pas réussi à trouver plus d'informations à ce sujet. En 2020, en musique, on a écouté ça. Indochine. Quel meilleur titre, franchement, Nos célébrations. Le titre est bien, je vois Florence qui comme ça, qui mi-figue mi-raisin, mais bon, elle n'aime pas trop Indochine. Bien. Alors, Christine Jandel, vous devenez présidente en 2020. Sur le plan syndical, vous souhaitiez revenir sur une soirée en particulier. Oui, bonsoir à tous. Je crois qu'on s'en rappelle tous, Florence aussi, avec le formidable travail d'Aurélie qui est quelque part là-bas. Jean-Claude Bredinck, Éric Gazier, Charles-Antoine Pinel, sur l'excellente idée des Marénins, il faut le dire, qui nous avait rapprochés de Havas,
qui est une excellente équipe. Cette soirée, c'était le lancement du groupement des professionnels du grand âge. Je pense qu'on s'en rappelle tous ici, dans un magnifique cinéma, avec un cercle orange, comme ça, en titre de symbole. Voilà, c'était le lancement de C'est la vie. Je pense que c'est une nouvelle couleur que Jean-Alain avait commencé à donner au CINERPA et que j'ai essayé de reprendre à ma modeste mesure. Un syndicat plus responsable, plus tourné vers sa participation à la société, vers cette réconciliation des générations dont on parlait pour aider les jeunes à rentrer sur le marché du travail, avec un très beau résultat. Bon, ça a duré 1 mois et demi, et après, une petite bête venue de l'autre bout du monde est venue perturber un petit peu tout ça. Quand vous dites, Christine, qu'au CINERPA, vous avez vécu la rencontre de 2 montagnes, de quoi ou de qui parlez-vous? Bon, à votre avis, je pense que tout le monde le sait, dans l'auditorium, vous avez une montagne à gauche, une montagne là, en plein milieu d'une tempête. Bon, ce qu'on n'avait pas prévu, c'était la tempête, Florence, on est d'accord. Mais voilà, les montagnes se sont rencontrées, je pense que... Franchement, un énorme coup de chapeau à l'équipe du CINERPA. Je crois qu'il fallait être à l'intérieur pour voir ce qui s'est passé au printemps 2020. Je pense que c'est compliqué de s'en rendre compte. Florence disait fréquemment, il y a ceux qui vivent la crise et puis ceux qui vivent avec la crise. Et nous, on vivait la crise. Et moi, je vais être honnête avec vous, je vivais avec la peur au ventre. La peur dont vous parliez tout à l'heure, c'était la peur pour moi, c'était la peur pour ma famille, c'était la peur pour mon entreprise, c'était la peur pour les adhérents du CINERPA, c'était la peur de louper quelque chose. Je pense que Florence s'en rappelle, on courait tous les matins après un nouveau texte, un adhérent qui n'avait pas de matériel, une réquisition qui nous est tombée comme ça, dont on a appris à parler par Twitter quand même, Twitter. Quand Emmanuel Macron parle pendant la crise, il faut regarder Twitter, je vous le conseille. Voilà, donc je pense que c'est difficile de se rendre compte de ce qui a été vécu, mais franchement, vous n'imaginez pas le travail qui a été fait par les équipes de permanence. Elles méritent une ovation, je dis elles, parce qu'il y a beaucoup de femmes chez Florence, mais elles ont été formidables. Ça restera un grand moment, c'était un énorme moment de solidarité entre les secteurs. Je pense que ça aussi, on s'en rappelle, que ce soit secteur public, secteur associatif, privés, commerciaux. Je pense qu'on avait tous gommé les différences. J'espère franchement que c'est le gros cadeau que nous offrira cette crise. C'est que Florence pourra, avec Jean-Christophe, surfer demain sur cet avenir qui a rapproché tous les secteurs et continuer à pouvoir travailler ensemble. J'espère franchement. Merci Christine Jordel. Christine qui préside par ailleurs le groupe Colisée, 291 établissements, dont 2 en Chine. Et ça s'est révélé assez utile par rapport aux événements dont on a parlé. Alors en 2020, toujours, Jean-Christophe Amarantini prend votre suite. Alors vous étiez, Jean-Christophe, depuis longtemps préparé à cette vocation syndicale parce que le secteur du grand âge, vous étiez tombé dedans. Quand vous êtes petit, vous êtes un peu l'Obélix du grand âge. Vous. Oui, tout à fait. D'ailleurs, lorsque j'ai pris mes fonctions, notre illustre Luc a écrit dans son mensuel que j'étais tombé dans la potion magique tout petit. En effet, voilà. Je confirme. Puisque ma famille, mes grands-parents d'abord, mes parents ensuite, ont exploité 2 établissements sur la région marseillaise depuis 1953. J'ai vécu quasiment à côté de l'établissement, donc j'ai participé tout au long de mon adolescence, de ma jeunesse, à des jeux avec les résidents. Je côtoyais les salariés en permanence, et donc forcément, ça a créé une vocation. Mon père, je ne vais pas refaire l'histoire, vous l'avez compris, donc il a été toute sa vie aux commandes de syndicats patronaux, hospitaliers, médico-sociaux, et donc forcément ça a résonné dans ma tête depuis tout petit. Il faut défendre les maisons de retraite, les cliniques, défense de l'employeur, syndicalisme patronal, donc c'est quelque chose qui remonte à très loin, et donc forcément ça m'a un peu conditionné. Et pour vous, Jean-Christophe, le CINERPA est synonyme de chance. Oui, tout à fait, une chance inouïe, puisque forcément, il n'y a qu'à regarder le parterre avec lequel je suis là. Donc ça a été une chance parce que j'ai pu côtoyer des hommes et des femmes exceptionnels qui ont été mes modèles et qui ont orienté ma carrière aussi bien sur la diversification que le virage du domicile, puisque en regardant un petit peu dans mes archives, j'ai créé ma première structure de soins infirmiers à domicile en 2001, ma première société de service à la personne en 2006, et ça, si j'avais pas été au CINERPA, et si j'avais pas eu les modèles que j'ai côtoyés, forcément, je ne me serais jamais mis dans ce secteur-là. Voilà, donc pour moi, c'est une énorme chance, extraordinaire. Quel bilan, voilà, on va passer quelques photos qui évoquent différents souvenirs.
J'ai vu passer Roselyne Bachelot, avec qui Jean Alain a pris un petit déjeuner quand même. Hein. Ça, c'est pas rien, il s'en souvient encore. Hein. Bien, Jean-Christophe, rapidement, quel bilan, c'est toujours embêtant de faire rapidement un bilan, mais en l'occurrence, l'heure tourne, quel bilan de cette première année de présidence? Le bilan entre les deux montagnes, ben oui, il faut être en permanence connecté, investi, disponible, engagé. Voilà. Et donc, on a des challenges de folie. Donc, on l'a dit ce matin, on va le répéter. Donc, le virage de l'EHPAD, il faut qu'il s'adapte sans l'opposer au domicile. Donc, il faut renforcer le domicile puisqu'il n'est plus du tout adapté aux prises en charge qu'il offre au niveau des patients qui suivent à domicile, et le virage de l'attractivité de nos métiers, puisqu'on a un gros souci de pénurie de main-d'œuvre, et donc forcément, c'est mon challenge, c'est notre challenge, et on est à fond dessus. Merci. Voilà. Merci Jean-Christophe Amarantnis. Je ne pouvais pas faire plus court. Merci beaucoup. Désolé. Merci, on applaudit Jean-Christophe, s'il vous plaît. Merci pour lui. Et puis, last but not least, celle qui est déléguée générale depuis 16 ans maintenant, car Florence Arnaiz-Momé prend ses fonctions en 2005. Alors 2005, c'est la révolution de la TNT. Voilà, on passe de 6 chaînes analogiques à 14 chaînes numériques. C'est la naissance de YouTube. Eh oui, 2005. Et puis Angela Merkel devient chancelière en Allemagne. Quand même. Donc il y a Florence qui arrive au Cinerpa, il y a Angela Merkel qui devient chancelière en Allemagne. Et puis en musique, on écoutait ça. On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main. Que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde pour aujourd'hui comme pour demain. Sinsemilia, tout le bonheur du monde, c'était en 2005. Alors Florence, on va à Yves, lève la main. J'ai oublié de dire quelque chose de très important. C'est que mes deux actes les plus importants au cours de cette carrière cinerpienne ou unépienne, ça a été de recruter Luc, parce que j'étais président de l'UNEPA quand il est rentré, et ensuite ça a été de recruter Florence. C'est quand même deux actes signifiants, je pense, pour l'avenir de notre profession. Vous n'avez pas recruté Angela Merkel? C'est pas vous. Merkel. Non, c'est pas vous, ça, Angela. Non, bien. non. Alors revenons à Florence. Il faut rappeler, Florence, que quand vous arrivez en 2005, c'est au départ pour une mission bien définie. Non, ce n'était pas une mission bien définie. Avec Yves, effectivement, c'était moi dans ma tête. Ce que je voyais depuis quand même plusieurs années que ça allait mal au Cinerpa. Ça fightait beaucoup. Ça mettait tout le monde dans des états pas possibles. Moi, j'étais adhérente à l'époque puisque je travaillais chez Orpea. Et donc, à ce moment-là, c'est vrai que ça me marque le pas un peu chez Orpea. J'ai envie de faire autre chose. Et donc, Luc me dit que il y a peut-être ils auraient besoin de moi au Cinerpa pour être délégué général. Et moi, comme je vois un petit peu le truc, je me dis oh là là, j'y fais 5 ans, je remets tout à l'endroit et puis poups, je m'en vais. Puis en fait, ça se passera pas du tout comme ça en fait. Alors du coup, quand je suis arrivée quand même, et je trouve que c'est très très courageux à la fois de Yves, à la fois du bureau, à la fois des deux délégués généraux, mais il faut rappeler que j'avais 33 ans et il fallait faire quand même confiance à une jeune femme de 33 ans. J'avais travaillé 5 ans dans un groupe d'EHPAD. J'étais la sœur de mon frère. Pour certains, ça voulait dire beaucoup. Et donc, c'était pas rien. Et je sortais d'un groupe. Et à l'époque, le clivage groupe indépendant était très très fort au Cinerpa, et donc je partais quand même avec une série de handicaps assez forts, et je trouve que ça a été très courageux de la part du Cinerpa de faire ce choix-là. Voilà. Et moi-même, j'y croyais pas vraiment en fait. Je suis allée comme ça, un peu la fleur au fusil. Et on peut dire que sous le mandat de Jean Alain, c'est une nouvelle phase qui s'amorce. Oui, alors avec Yves, ça a d'abord été l'arrimage, comprendre ce qu'est le syndicalisme, comprendre que c'est bien différent que de travailler dans une entreprise, que c'est travailler pour un secteur d'activité, que c'est travailler pour des grands projets, pour penser l'avenir. Et effectivement, après, il me laisse dans les mains de Jean Alain. Et avec Jean Alain, pendant 10 ans, nous construisons vraiment le Cinerpa d'aujourd'hui. Et ça a été une aventure formidable.
formidable, la création de la Confédération. C'est quelque chose qui me tenait beaucoup à cœur quand j'ai vu les groupes partir massivement vers à l'étranger d'abord. Je me suis dit, oh mais ils s'en vont, mais non, restez. Et puis finalement, heureusement, ils ont décidé de se développer dans le champ du domicile, et donc ça m'a permis de les accompagner en créant Synerpa Domicile, en créant Synerpa Résidence Service Senior, parce que Jean-Marie Fournet est venu à notre rencontre pour dire je veux en être aussi, je veux être avec vous, et donc on a pu ouvrir cette confédération, et ça a été une grande fondation pour tout le secteur, et donc je suis très heureuse qu'on ait pu créer ça. Et pour finir, sur le plan personnel, sur le plan personnel, le Synerpa, c'est un syndicat très particulier. C'est un syndicat qui a d'emblée pris le parti de donner un rôle fort à son ou sa délégué ou ses délégués généraux. C'est pas tous les syndicats professionnels, bien au contraire, qui œuvrent dans ce sens-là. La plupart du temps, ce sont des présidents forts et des délégués généraux moins forts, et en tout cas plus dans l'ombre. Le Synerpa a fait le choix très tôt et très assumé d'être sur une délégation générale forte, donc beaucoup d'autonomie, beaucoup de confiance, et donc vraiment pour moi, c'est tout ce qui a fait que j'y suis restée très longtemps, et que j'y reste encore, parce que l'autonomie est grande et que je suis guidée en permanence par des professionnels extraordinaires, qu'ils soient de groupes ou indépendants, commerciaux, associatifs, de n'importe quel secteur, que ce soit domicile ou RSS. Il y a une connaissance du secteur, une connaissance du grand âge qui force le respect, et je m'en abreuve en permanence pour guider l'action. Donc vraiment, un grand merci de cette autonomie qui m'est laissée. Il y a beaucoup de bienveillance de la part du bureau et des bureaux successifs et des conseils d'administration. Florence, on vous applaudit. Merci Florence. Merci à vous. Le mot de la fin, je vais le laisser à quelqu'un qu'Éric Fiat, notre philosophe, a superbement imité tout à l'heure. C'est Johnny Hallyday. Il y avait une chanson qui s'appelle « 20 ans ». Il n'y a pas grand-chose que l'on regrette ou l'on ne veut plus se souvenir. On a bravé tant de tempêtes qu'on ne s'est même pas vu grandir. On est venu à bout de la bête et des nuits qui devaient rétrécir. On ne battra jamais en retraite. On a encore tant de choses à offrir. Je trouve que ces paroles correspondent assez bien aux 20 ans du Synerpa. Christine, vous voulez dire un mot ? Est-ce que vous me permettez de dédier vos dernières très rapidement à Daphna, notre présidente du domicile, qui fait en sorte que le domicile existe auprès du Synerpa. Ça a été une bataille de Yves, elle l'a gagnée, je trouve qu'elle le mérite. Merci pour elle. Merci à tous pour vos témoignages, vos réflexions et les souvenirs que vous avez bien voulu partager avec nous. Bon vent au Synerpa et rendez-vous pour le 30e anniversaire. Merci. Voilà, je vous laisse regagner la salle. Merci à tous. Le moment est venu. Voilà, si le photographe peut ne pas rester devant la caméra, il sera gentil. Merci beaucoup. Le moment est venu de clôturer cette première journée de débat, et nous allons accueillir celle qui va nous aider à le faire. Et nous accueillons Madame Anne Hidalgo, la maire de Paris. Merci beaucoup. Bonsoir. Je voudrais bien sûr remercier très chaleureusement Daphna Mouchenik qui est ici présente, qui m'a aussi accueillie, ainsi que les présidents Jean-Christophe Amarantinis et Jean-Marie Fournet, et puis bien sûr votre délégué général qui vient de dire en quelques mots combien elle a pris plaisir, je crois, à faire de cette maison, de ce syndicat, ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire un acteur très important. Merci, chère Florence Arnay-Momé. Mesdames et messieurs, il y a ici beaucoup de personnes, d'amis que je voudrais aussi remercier parce que vous travaillez, nous sommes en train de parler de quelque chose qui, pour moi, est un secteur stratégique.
Parfois, on parle de l'industrie en parlant de secteurs stratégiques. On parle plus rarement des domaines sociaux et notamment de la question du grand âge. Et pourtant, la question du grand âge, vous le savez, vous qui en êtes des acteurs depuis longtemps, vous qui avez porté aussi ce syndicat comme un lieu de cette expertise, de la défense, bien sûr, des personnes qui sont, et toutes et tous, on espère être un jour concernés par le grand âge. Je dis toujours, il vaut mieux fêter des anniversaires que de ne pas les fêter, ça veut dire qu'on est toujours en vie. Mais c'est vrai que vous êtes des experts de ce grand âge et que vous êtes sans doute ceux qui, par leur expérience, leurs compétences, leur travail auprès des personnes, d'abord vous avez su développer les services dans des lieux, dans des EHPAD, pour la grande dépendance, pour le très grand âge, et puis tout ce qui se passe en amont, tout l'accompagnement avec cette idée que la présence au domicile et l'accompagnement au domicile de ces personnes est sans doute quelque chose de bénéfique, quelque chose qu'il nous faut porter collectivement dans une société qui, bien sûr, se réfère à des valeurs qui sont nos valeurs, dans lesquelles la solidarité, évidemment, est au cœur de ces valeurs. Vous êtes les experts de cette question du grand âge, et bien souvent, pas forcément mis en avant, sauf, et je vais y revenir, lorsque on redécouvre des choses que parfois la société a essayé de rendre invisibles parce que peut-être le jeunisme, parce que être dans une mondialisation heureuse peut faire oublier que on est tous mortels et que nous vieillissons, et que cette question du vieillissement et de la mort sont des questions qui en fait font partie de la vie. Et peut-être que les personnes qui ont pensé que la jeunesse était éternelle, ou qui aimeraient que la jeunesse soit éternelle, ont un peu rendu invisibles ces sujets sur lesquels pourtant vous travaillez. Et à partir de votre expérience et vos entreprises, vos lieux de travail, mais aussi votre syndicat, sont un endroit pour rendre visible ce que beaucoup parfois aimeraient rendre invisible. Mais cet anniversaire, c'est 20 ans. D'abord, c'est un très bel âge, 20 ans. On a un goût aussi particulier parce que nous avons passé, toutes et tous, et vous en particulier, une année, un peu plus d'un an, très très éprouvant, et que vous êtes encore un peu, mais vous avez été au cœur d'une gestion de crise qui a été, je crois, vue par toutes et tous dans sa brutalité, dans sa dureté, mais aussi dans la capacité de votre secteur, et je parle à la fois de ceux qui sont dans l'accompagnement à domicile, comme de ceux et celles qui gèrent des établissements et bien sûr les EHPAD. Vous avez montré, je crois, au pays tout entier, ce que vous étiez capable de faire dans une crise qui a duré vraiment longtemps et qui nous a toutes et tous mis à l'épreuve. Et peut-être ce petit virus qui a fait irruption en janvier 2020, ce petit virus a bouleversé nos vies, et je pense, comme vous, sans doute, que d'une crise, il faut tirer tous les enseignements pour essayer de régler ce que l'on n'arrivait pas à régler en dehors de ces situations de crise, et bien sûr pour préparer l'avenir. Dans les EHPAD, vous avez vécu des moments immensément difficiles. Il a fallu répondre aux familles endeuillées, faire respecter l'isolement, restreindre des libertés, prendre des décisions quand les incertitudes persistaient, quand il n'y avait pas de réponse, ou quand la doctrine était... Parfois, ça m'est arrivé aussi en tant que maire de Paris, quand la doctrine était tellement décalée qu'on se disait, franchement, quand une doctrine est décalée, elle n'est pas de droit divin, il faut essayer d'en inventer une autre. Et vous avez été aux premières loges, en première ligne, pour essayer aussi de gérer
l'angoisse des proches comme celle des résidentes et des résidents, et de gérer vos établissements et cette relation qui a été à la fois difficile mais permanente, quotidienne, multiquotidienne, avec aussi des autorités de tutelle qui parfois, là je le dis aussi en tant que maire de Paris ayant à gérer directement un certain nombre d'EHPAD, parfois avec des difficultés dans ce dialogue. Mais évidemment, vous, comme toutes celles et ceux qui ont eu à gérer cette crise, nous avons choisi d'essayer d'être efficaces et non pas de polémiquer, puisque l'urgence, c'était d'abord de répondre aux résidents et aux résidentes et bien sûr aux familles. Alors je veux ici vraiment pour ces 20 ans et au sortir de cette crise, j'espère qu'on en est sorti, rendre un hommage très très appuyé à l'ensemble des professionnels qui se sont mobilisés tout au long de cette crise sanitaire avec des conditions de travail hors normes. Sans elles, sans eux, sans vous, nous n'en serions pas là aujourd'hui et les moyens que notre société consacre d'ailleurs aux conditions de travail de celles et ceux qui se sont mobilisés doivent être plus que jamais au cœur de nos préoccupations. Mais je veux vous dire merci parce qu'il y a eu des innovations vraiment à chaque étage. Et je me souviens dans tel EHPAD, quand les soignants, les personnels qui étaient présents ont décidé de dormir sur place pour ne pas être eux-mêmes porteurs du virus. Je me souviens d'autres endroits où, pour justement permettre le contact avec les familles, tout le monde, les collectivités aussi ont contribué. Nous nous sommes dit, eh bien, essayons d'utiliser le numérique, et même si le numérique n'est pas forcément le fort des personnes les plus âgées, d'accompagner cela. Je me souviens aussi comment vous êtes allés chercher, souvent d'ailleurs, des artistes, des personnalités pour venir parler. Et bien sûr, ça n'était pas dans un rapport physique et rien ne va remplacer ce rapport physique, mais vous avez innové, créé des situations dans lesquelles vous étiez là, aux côtés des personnes très âgées, et idem pour celles et ceux qui essayaient de venir continuer de soulager au domicile les personnes qui, elles, restaient à domicile. Et vraiment, ce travail, cette énergie, cette générosité a été faite en poussant tous les cadres. Là aussi, il y a eu des montagnes. Tout à l'heure, vous parliez des montagnes qui ont été gravies. Là, il y avait des montagnes à gravir et vous l'avez fait. Et vous avez tenu bon. Et de nombreuses vies ont été sauvées aussi grâce à votre mobilisation. Et je veux vraiment vous dire merci. Et dans les sujet, parce que chaque fois que l'on traverse une crise, il faut bien sûr se demander comment éviter la suivante ou comment nous pourrions anticiper les risques à venir. Eh bien, je pense que le travail que vous faites et ces 20 ans sont aussi consacrés à cela. Bien sûr, à votre anniversaire et à dire d'où vous venez, mais sans aucun doute, cette expérience de crise sera extrêmement importante. Et à partir des études, de l'enquête que vous avez faite aussi avec l'IFOP, à partir des données démographiques, nous savons que nous allons assister là aussi à un choc démographique sans précédent, pas simplement en France, mais dans nos pays en Europe et dans nos pays industrialisés. Et en 2040, un quart des habitantes et des habitants de Paris, par exemple, aura un âge avancé. Et l'INSEE évalue à 4 millions le nombre de seniors en perte d'autonomie d'ici 2050. Ce sont des données que nous ne pouvons balayer d'un revers de main. Nos générations, nous qui sommes en responsabilité aujourd'hui, nous devons bien sûr essayer d'anticiper et nous dire comment
on résout ce gap, puisqu'il y a encore un gap important pour accompagner, y compris aujourd'hui, les personnes en perte d'autonomie. Alors bien sûr, vivre plus longtemps, c'est une très très bonne nouvelle, mais il faut aussi donner à chacune et à chacun les moyens de vivre le mieux possible et le plus longtemps possible. Alors peut-être quelques leçons que je me permets de poser aussi sur la table dans ce débat de clôture de cette première journée. La première leçon pour moi, c'est quand même ce besoin d'être ensemble. C'est une leçon, c'est quelque chose de positif, parce qu'on disait souvent le lien familial est distendu, le lien social est atomisé. Et en fait, on a vu au contraire que ces liens étaient très très forts, que la solidarité entre les générations était vraiment au cœur du pacte dans notre société. Et souvent, je suis née en Espagne, je regarde beaucoup ce qui se passe notamment dans d'autres pays, et l'Espagne en particulier, où cette question du lien générationnel était une question qui me paraissait plus facilement traitée qu'ici en France, avec une imbrication plus grande des familles, des générations, des tout-petits, des seniors, avec peut-être aussi une intégration plus grande des personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap. Eh bien, je trouve au sortir de cette crise que ce que l'on a vu, ça n'était pas cet égoïsme. Peut-être que vous l'avez vu à certains endroits avec des personnes très âgées qui sont peut-être restées seules et sans relation avec leur famille, mais globalement, on a plutôt vu quand même une implication des familles, des différentes générations et une attention portée à nos personnes très âgées. Et cette idée, cette première leçon, ce besoin d'être ensemble, cela va nous obliger à travailler encore plus contre l'isolement, qui est une véritable violence mentale et psychique. Je veux d'ailleurs remercier, au-delà des établissements et des activités de toutes les associations, organismes, entreprises de votre syndicat. Il y a aussi, par exemple, les Petits Frères des Pauvres et toutes les associations engagées justement contre l'isolement qui ont beaucoup alerté sur ces drames de la vie quotidienne et qui nous ont beaucoup aidés à surmonter justement cette question de l'isolement pendant cette période. Et les établissements, les lieux de vie qui accueillent les personnes âgées, nous le savons, doivent maintenir et maintiennent le lien social. Je veux aussi, bien sûr, remercier et saluer mon ami Jérôme Guedj et les travaux qu'il a conduits, ainsi que les propositions très inspirantes pour lutter contre l'isolement. À Paris, avec Véronique Levieux, mon adjointe, que je veux aussi remercier tous les services de la ville qui travaillent et toutes les associations aussi qui travaillent en lien avec Véronique et avec nous. Nous faisons de cette question de la lutte contre l'isolement une priorité. Nous avons créé Paris en compagnie, ce service qui permet à toute personne de plus de 60 ans d'être accompagnée lors de ses déplacements. Alors bien sûr, pendant toute la période du Covid, c'était pas forcément se déplacer, mais c'était tout simplement avoir un lien, avoir un échange régulier. Et on le sait tous, on a tous des exemples extraordinaires d'amitiés qui sont nées entre personnes de différentes générations, des bénévoles, des services civiques, des personnes âgées qui ont aussi retrouvé ce goût de l'échange, ce goût de la vie à partir de ce type de rencontres. Et puis, on a fait aussi, et partout en France, pas simplement à Paris, mais depuis longtemps, tout ce travail avec les intergénérationnels de crèches et avec les seniors, qui aussi est un travail intéressant. Là encore, pendant toute cette période de Covid, c'était compliqué, mais je sais que ces relations, elles font vivre, elles aident des enfants aussi à trouver des grands-parents ou avoir ce rapport avec des
personnes très âgées qu'ils n'ont pas forcément dans leur cercle familial, et pour les personnes âgées ou très âgées, c'est aussi ce lien avec des petits-enfants. Parfois, ils et elles n'en ont pas, ou parfois ils sont loin, et c'est quelque chose d'important. Et d'ailleurs, cette solidarité entre les générations, d'abord que l'on avait déjà portée bien avant que je ne sois maire, et je pense à Liliane Capel qui avait fait de son mandat entre 2008 et 2014, avait fait de la question du lien entre les générations un sujet majeur. Nous l'avons poursuivi en apportant beaucoup d'autres éléments, évidemment, depuis. Le deuxième enseignement, c'est peut-être ce besoin de dialoguer pour mieux répondre aux besoins de chacune et de chacun, quel que soit son âge. Parce que c'est vrai qu'on peut avoir tendance à penser des dispositifs globalement, et puis on voit bien des dispositifs pensés globalement, en fait, ils se heurtent toujours à la réalité et au fait que nous sommes tous singuliers et que nous avons tous des besoins que nous exprimons de façon singulière, et que du coup, cette adaptation-là, elle est absolument indispensable, et qu'il nous faut être créatifs, avoir des cadres, avoir des dispositifs, avoir une vision, bien sûr, pour agir et pour développer nos activités, mais il faut aussi être très créatif, et pour protéger les plus vulnérables, par exemple, dans cette pandémie, des restrictions de liberté ont été, on le sait, toutes et tous particulièrement mal vécues par les résidentes et les résidents des EHPAD, et aussi par les familles. Je pense bien sûr à cette obligation de rester dans sa chambre, à l'interdiction de recevoir des visites. Et Éric Fiat a eu l'occasion de le dire sans doute aujourd'hui. En fait, la condition de notre aptitude à vivre ensemble, c'est bien quand même de respecter la relation à autrui, qui postule que l'autrui est libre, y compris s'il a perdu une partie de sa capacité à se mouvoir et peut-être même à décider seul. Mais cette idée que l'autre doit être reconnu comme un être avec sa liberté est quelque chose de primordial. Et vous avez là aussi su inventer, innover. Vous avez repensé aussi ces normes sanitaires, cette doctrine, en faisant en sorte qu'elle puisse être évidemment acceptable, acceptée, et que finalement elle ne produise pas des effets pires que le virus lui-même. Et sur ce point, j'aimerais bien sûr revenir sur ce que sont les conseils de la vie sociale, ces conseils qui ont été créés il y a 20 ans, en même temps que votre syndicat, et qui ont constitué un progrès formidable parce qu'ils créent ces espaces de participation. Et je pense que cette participation citoyenne est quelque chose d'indispensable, parce qu'on a besoin de l'expertise des professionnels, évidemment, qui est première, qui est essentielle. On a besoin de l'expertise des résidents, et puis on a besoin aussi de l'expertise des familles. Et je crois que dans ces conseils, chacun a sa place, évidemment. Il ne s'agit pas pour les familles de se prendre pour des professionnels. D'ailleurs, si leurs parents sont dans des EHPAD ou dans des résidences, c'est bien parce qu'ils ne peuvent plus en assumer la charge. Mais en même temps, ce dialogue, ce lien, cette décision, codécision parfois commune, est absolument essentielle, et ça, nous l'aurons appris. Je veux remercier et saluer aussi les travaux de Fabrice Xil sur l'éthique, qui a aussi permis d'organiser un cycle d'échanges nécessaire avec les directeurs d'EHPAD ici à Paris, et notamment aussi pour penser l'EHPAD du futur. Vous toutes et vous tous, à partir de vos activités, vous avez souhaité
qu'il n'y ait aucune question taboue. Et ça, je pense que c'est très, très important. Aucune question taboue, parce qu'il ne fallait pas ni cacher la poussière sous les tapis, ni considérer que ce que nous venions de vivre, finalement, allait pouvoir être dépassé facilement. Mais que ce que nous venons de vivre avec cette pandémie doit aussi, bien sûr, nous aider à apporter des réponses dans le futur. Et enfin, comme troisième point que je souhaiterais aussi apporter comme contribution d'enseignement de cette crise, la crise a mis aussi en lumière un besoin d'ouverture des EHPAD, du grand âge, sur le reste de la société. Par exemple, pour les acteurs que nous sommes, maires élus d'une ville, nous nous sommes dit, nous nous étions déjà dit avant qu'il fallait penser la ville aussi à partir de son accessibilité, d'ailleurs de son accessibilité universelle. Je vois ici Jérémy Bauroy qui est mon conseiller et qui m'accompagne dans cette question de l'accessibilité universelle. Penser la ville comme un endroit où, je disais en 2014, au moment où je suis devenue maire de Paris, où on peut lâcher la main à ses enfants. C'est aussi penser la ville comme une ville dans laquelle, lorsque l'on vieillit, on peut encore se déplacer sans crainte et pouvoir profiter de l'espace. Ça veut dire des aménagements urbains, ça veut dire des lieux accessibles, ça veut dire aussi, bien sûr, penser les lieux que sont, par exemple, les EHPAD, les lieux du grand âge, en lien avec la ville, comme des lieux aussi ouverts, respectant, bien sûr, la nécessité d'intimité dont on a besoin, tout un chacun, d'ailleurs, grand âge ou pas grand âge, mais permettant aussi cette rencontre et organisant dedans, dehors, une fluidité qui permet finalement de mieux vivre et peut-être aussi aux professionnels de ne pas se sentir eux-mêmes isolés. Donc, comment adapter les logements pour permettre d'y vivre le plus longtemps possible. Le choix que nous avons fait à Paris avec Yann Brossa, avec toutes mes équipes, ça a été de dire on continue pour le logement neuf à construire des logements 100% accessibles. Parce que même à un moment où on nous disait ça coûte très cher et les règles, enfin en tous les cas les lois, nous poussait plutôt à ne considérer qu'une petite proportion de ces logements construits avec 100% d'accessibilité. Nous avons décidé de maintenir le 100% d'accessibilité en pensant bien sûr aux personnes en situation de handicap, mais en pensant au fait que nous allons tous vieillir, que cette population va être de plus en plus nombreuse et que si l'on peut avoir des logements organisés pour cette accessibilité, ça veut dire aussi permettre le maintien à domicile de personnes pendant une durée beaucoup plus longue que ce que nous connaissons aujourd'hui. Et puis nous nous sommes aussi, par exemple, engagés à Paris, et je sais que dans beaucoup de villes aussi en France, à rénover aussi, à faire un diagnostic des logements pour les personnes plus âgées. Alors, à 70 ans, on n'est pas âgé. Voilà, c'est quand même un âge où on est aujourd'hui, fort heureusement, en moyenne très actif. Et c'est un âge où on a beaucoup de retraités très actifs, et notamment dans toutes nos associations. Mais faire un diagnostic des logements pour aider et accompagner à l'évolution de ces logements dans une perspective, par exemple, de changement de douche, de changement de tout ce qui peut permettre de rester plus longtemps, eh bien, ça fait partie de nos objectifs et nous nous sommes fixés sur Paris un objectif de 5000 logements par an jusqu'en 2026 à modifier. Et donc, dans ces leçons à tirer,
l'idée que nous devons passer d'une logique d'empilement de politiques sectorielles à une vision d'une stratégie qui anticipe justement les conséquences de cette évolution démographique à laquelle nous sommes confrontés et qui est plutôt une bonne chose puisque nous vivons plus vieux. Et je souhaite bien sûr saluer aussi le travail de Luc Broussy que je veux vraiment remercier parce que le rapport qu'il a rendu au gouvernement intitulé « Nous vieillirons ensemble » est justement un rapport qui va dans le sens de cette politique plus globale et qui fait qu'on n'est pas simplement en train de travailler secteur par secteur sans se parler d'un secteur à l'autre, alors que c'est une question qui nous concerne tous. Alors, ce que je voudrais aussi évoquer peut-être en conclusion, c'est que, évidemment, cette crise, elle met en avant cette question du grand âge. Je me souviens, en 97-98, j'étais conseillère au cabinet de Martine Aubry. J'avais la chance et l'honneur d'être de participer à cette aventure conduite par Lionel Jospin. Et nous avions Paulette Guinchard-Kunzler, qui je veux rendre hommage aussi, qui avait travaillé et qui avait mis en place cette réflexion, cette première d'ailleurs grande disposition sur l'APA. Et à l'époque, ça a été posé, ça a été mis en place avec cette allocation personnalisée à l'autonomie, avec l'idée qu'il faudrait travailler à un dispositif pérenne de financement de cette question, de ce 5e risque, de la grande dépendance. Et ce travail-là, en fait, il est encore en jachère. L'allocation personnalisée à l'autonomie a été posée. Les départements ont assumé et assume aujourd'hui cette dépense, d'ailleurs sans que l'État ne considère que son obligation constitutionnelle de compenser intégralement les charges transférées et les missions transférées vers d'autres collectivités devraient être intégralement remboursées. Nous le savons, dans une ville comme Paris, qui est aussi un département, la dépense sur l'APA, et on est fiers de la porter, est une dépense qui est à peine compensée à 10% par l'État, alors que la Constitution précise, et quand même la Constitution, quand elle précise, c'est pas rien, que les transferts de compétences doivent être intégralement compensés. Toujours est-il que ce sujet est resté pendant 20 ans avec de temps en temps des incursions. Comment financer le grand âge à chaque grand moment démocratique dans notre pays, il y a des idées où on essaye de le porter et puis souvent très vite ça redevient un sujet qu'on range pour la prochaine fois. Je crois qu'on est vraiment là aussi au pied du mur, c'est-à-dire que ce que l'on appelait ce 5e risque, cette capacité que nous devons générer de financement qui doit à la fois, de mon point de vue, faire appel à la solidarité nationale, mais aussi peut-être évidemment aux contributions des personnes, alors par le patrimoine, des contributions qui doivent évidemment répondre à des critères sociaux, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, à la fin de leur vie, ne seront pas en capacité de se payer les services qui sont les services qui vont avec le grand âge et la dépendance. Nous devons penser un système. J'ai la faiblesse de penser que la solidarité nationale doit être au rendez-vous, que nous devons évidemment envisager ce dispositif comme un service public universel, à l'instar de l'hôpital, qui est aussi un service public universel, qui ne doit pas être, de ce point de vue, réservé aux plus pauvres dans son financement public. Ça doit être, bien sûr, un financement public qui doit aider les plus fragiles, mais je pense que la mixité des lieux est absolument indispensable. La mixité des lieux,
y compris d'ailleurs des partenariats entre le public et le privé sur des lieux qui doivent permettre cette mixité-là, doivent pouvoir être imaginés. Et donc la question du financement est encore ouverte et posée. Je pense que le temps est vraiment venu de l'ouvrir, d'en débattre, mais pas simplement d'un point de vue comptable ou financier, pas simplement du point de vue qui consisterait à dire si vous avez bien travaillé toute votre vie et que vous avez accumulé un patrimoine, alors vous vous en sortirez bien, et pour les autres, on verra, et peut-être aux collectivités locales de s'en charger. Je pense que ce chemin-là serait une erreur fondamentale. D'abord parce qu'il ne nous ferait pas progresser collectivement. Et je pense que la question que pose l'accueil et l'accompagnement du grand âge, c'est d'abord une question d'humanité et une question de civilisation. C'est à la façon dont on traite nos aînés, nos très aînés, nos très fragiles, que l'on mesure le degré de civilisation dans lequel on est. Et là, je crois que ce que nous avons appris de cette crise Covid, de ce que nous avons dû affronter, y compris avec une mortalité qui a traumatisé beaucoup des personnels, des professionnels et bien sûr les familles, à partir de ce que nous savons de la nécessité d'accompagner du mieux possible le grand âge, mais aussi du fait qu'il y a derrière cet accompagnement des emplois, un travail qui doit être valorisé, qui doit redevenir attractif, parce que là encore, ce n'est pas un sous-emploi que de s'occuper de personnes âgées dépendantes et de faire en sorte qu'elles soient accompagnées dignement, respectées dans leur liberté et dans leur personne. Cela nécessite bien sûr de la formation, et je sais combien vous êtes investis sur ce sujet de la formation, mais cela nécessite aussi de la valorisation. Donc ça veut dire qu'il y a des choix à faire, et des choix de société à faire, et que la question de comment nous accompagnons, nous traitons, nous développons et nous prenons en considération et le grand âge et les professionnels qui s'en occupent est une question qui, de mon point de vue, est éminemment stratégique. Et c'est une question qui, si nous la laissons encore une fois de côté, ou si nous ne l'abordons que sous un angle strictement comptable, avec des schémas dans la tête qui sont des schémas importants, bien sûr, il faut avoir des budgets équilibrés, il faut faire les choses, et quand on engage de l'argent public, il faut le dépenser évidemment à bon escient. Mais je pense que si nous ne rentrons pas par ce que cela signifie en termes de choix de société, alors nous risquons de rater une nouvelle occasion. Et je pense que nous avons à peu près tout en main, les expertises, les études, les analyses, les expériences, et peut-être aussi la volonté de traiter ce sujet-là et d'apporter enfin, comme il se devrait, dans un pays dont la devise, la belle devise est liberté, égalité, fraternité, d'appliquer cette devise, notamment à la façon dont nous traitons les plus fragiles, qui nous ont beaucoup donné avant. Je pense bien sûr aux personnes, à nos aînés, aux personnes âgées, et puis peut-être, c'est une façon même égoïste de dire à nos enfants ou à nos petits-enfants voilà, qu'il vaut mieux quand même traiter bien les personnes âgées, parce qu'un jour, nous le serons aussi, enfin je l'espère, nous serons aussi dans cette situation. Mais encore une fois, merci, bravo pour votre engagement et votre travail, et à vos côtés, soyez-en assurés pour porter ce grand sujet qui est le sujet du grand âge dans notre pays. Je vous remercie. Merci à Madame la maire de Paris, Anne Hidalgo. Merci beaucoup d'avoir clôturé cette première journée. Alors, accordez-moi encore 1 minute de votre attention. Pour celles et ceux qui se sont inscrits parmi vous au dîner de gala, le dîner des 20 ans, dans l'une des adresses les plus prestigieuses de la gastronomie française, le Pré-Catelan, au cœur du bois de Boulogne, rendez-vous à 19h, à partir de 19h. Donc ça veut dire en gros que vous n'avez pas le temps de repasser à votre hôtel. Voilà, ça c'est dit, c'est fait, c'est clair. Puisqu'il vaut mieux être à l'heure dans la mesure où le couvre-feu ne sera levé que
le 21 juin. Donc, couvre-feu à 23h encore ce soir. Donc ça veut dire départ du restaurant vers les 22h30. Si vous voulez profiter un peu du lieu et de ce moment, je vous invite à vous y rendre le plus vite possible. Comment vous y rendre? Des navettes qui vont partir à intervalles réguliers entre 18h40, donc dans 5 minutes, et 19h15, sur le parking du Palais des Congrès, entre porte Neuilly 1 et Neuilly 2, boulevard Pershing. Vous regardez vos applications, tout ça, et vous trouverez l'endroit sur le thème des fleurs. Si vous avez le temps de trouver une fleur, on la mettre dans les cheveux, à la boutonnière, ou mettre une chemise à fleurs, ce sera sympa. Voilà. Et pour les autres, rendez-vous à partir de demain, à partir de 8h30 pour la reprise de nos travaux et de nos débats. Bonne soirée à tous.